Bienvenue sur City Mag, le podcast qui donne la parole à ceux qui façonnent notre société d'aujourd'hui et de demain. Notre invité du jour est une figure incontournable du tourisme africain. Originaire d'Annibale-Cros, dans l'est de la Côte d'Ivoire, le ministre Siandou Fofana est l'homme qui tient les rênes du tourisme et des loisirs ivoiriens depuis 2017. Un parcours qui force le respect. Sur le plan national, il est l'architecte de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, une vision ambitieuse dont il nous parlera en plus de son parcours et de ses valeurs. Monsieur le ministre, bienvenue dans City Mag, le podcast. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. Merci, moi aussi, je suis tout heureux de participer à City Mag avec vous et merci de m'en donner l'occasion. Plaisir partagé. Alors, monsieur Siandou Fofana, en dehors de vos fonctions, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Merci. Et je commencerai d'abord par dire que je suis natif de la région de l'Indéné-Guablin et je suis d'Ectini Agny. Et j'ai eu à faire mon parcours scolaire au niveau de ma région natale à l'école EPP Plateau d'Annibale-Cros. Et ensuite, j'ai été affecté au lycée moderne de Daouko où j'ai commencé de la 6e à la terminale. Et j'y ai fait mon bac, série scientifique. Et ensuite, j'ai regagné l'université où j'ai fait les études universitaires jusqu'au niveau de la maîtrise. Et ensuite, je me suis envolé pour la France pour y poursuivre mes études. Dans un premier temps, des études de 3e cycle à l'ISCP pour faire les études de commerce. Et ensuite, poursuivre les études au niveau doctoral. Et j'y ai travaillé en cabinet d'audit et en banque avant de revenir ici en Côte d'Ivoire pour bâtir mon industrie en 2001 avec le décès de mon père. La Côte d'Ivoire vivait une crise et je suis rentré m'introduisant dans la zone industrielle où à l'époque, il n'y avait que 3 Noirs en 2001 et je devenais le 3e dans le domaine de l'industrie cosmétique et de l'industrie de la construction métallique où j'étais amené à faire le sablage des bateaux pour procéder avec l'atelier national de la Marine nationale à des travaux de réhabilitation des bateaux et ainsi de suite. Et ensuite, je me suis retrouvé, après les années de crise, à constater, hélas, quelques difficultés liées à des problèmes de sécurité qui m'ont amené à m'orienter dans le domaine de la gestion de la chose publique en travaillant à partir de 2004-2005, fin 2004, début 2005, au niveau de la Sodexam pour la gestion des aéroports et de la météorologie, de la météo pour notre pays et en qualité de conseiller du DG en charge de la stratégie et de la politique de financement. Et ensuite, j'ai été appelé à la fonction de directeur des projets et du développement où j'ai piloté plusieurs projets dont la zone de pilote d'activités et de services qui deviendra plus tard l'aérocité. D'accord. Et après, je me suis retrouvé au Fonds d'entretien routier comme DAF et ensuite directeur général où j'y ai passé 10 ans. Alors, vous êtes originaire d'Annibale-Cros. Quel souvenir vous gardez de cette ville ou de cette commune? Souvenirs d'enfance? Oui, mes souvenirs d'enfance, surtout le fait que dans cette ville, où mes souvenirs sont enfouis avec nombre de mes amis et co-religionnaires, je puis dire que c'est une ville qui m'a vu grandir et mes souvenirs, c'est quand je partais pêcher avec mes amis.
Et la petite histoire, c'est que nous étions dans une école et j'avais été désigné comme président de la coopérative de l'école Plateau. Et pendant ce temps, nous avions cette vocation en tant que président de la coopérative de faire du jardinage et des cultures maraîchères. Et nous avons convenu avec des amis, la boulangerie n'était pas loin, donc on partait souvent acheter du pain, du pain chaud, Mhm. des bois de sardines, et on partait pêcher aussi dans une rivière ou quelquefois dans un barrage. Et on essayait de braiser nos propres poissons. Et avec des amis, un jour, l'idée nous est venue on a vu quelque chose qui paraissait un peu blanc et qui nous faisait peur. Et donc, c'est un ami qui dit, mais c'est un médicament blanc. Donc, on dit, bon, on va au médicament blanc. Donc, quand on y arrivait et qu'on voulait se retrouver entre copains, on se retrouvait à cet endroit pour s'adonner à des moments de pêche, à des moments de détente entre amis. Et ce sont des grands moments qui m'ont marqué. Et ça m'a permis d'apprendre à parler le Gula Mhm. avec des jeunes amis qui étaient constamment avec nous quand on n'allait pas à l'école. Et je suis de religion musulmane. Oui. Et quoique ma mère soit catholique et mon père a été converti après à l'islam. Mhm. Et ça me permettait d'aller apprendre à leur côté, quand quelquefois aussi, l'arabe et à connaître quelques sourates Mhm. du Coran. Et donc, ce sont des moments qui m'ont façonné. Et j'ai appris à pêcher, j'ai appris à faire des pièges, j'ai appris euh, à manier certains outils Mhm. grâce à cette enfance, aux côtés de bien des amis qui, aujourd'hui, nombre d'entre eux sont à des niveaux de responsabilité ou quelquefois ne sont plus de ce monde. Et dans ces moments, Oui. j'ai une pensée pieuse à leur endroit et je prie pour que ils connaissent le repos éternel et connaissent le paradis. Donc, brassage culturel, religieux, vous y retourniez pendant les vacances? Vous gardiez toujours ce lien, même après être parti peut-être Oui, étudier ailleurs ou continuer aujourd'hui, votre scolarité? aujourd'hui, pour ceux qui m'accompagnent, souvent ils voient que quand j'arrive, je me couche jamais avant 2 heures du matin parce que j'ai envie d'accorder un peu plus de temps à l'ensemble de toutes ces personnes qui, généralement, quand ils me voient, ils me disent, écoute, nous, c'est notre ami de génération, on est de la même génération. Parce qu'ils ont même créé un petit club. Et Mhm. puis, pour ceux qui sont plus âgés que moi, et j'allais souvent aussi jouer au foot. On s'est retrouvés avec certains de nos aînés, on portait leur paire de mags. On partait sur un terrain qu'on avait surnommé le Real. Mhm. Et c'est de là qu'est partie ma passion pour le Real de Madrid. Et donc, derrière, ce qui était important, c'est que on avait des aînés qui jouaient au foot et on partait avec eux. Et donc, on était dans des loisirs sains. Et donc, au moment où je dirais les loisirs de notre pays, c'est l'occasion d'inviter la jeunesse à s'adonner à des loisirs sains parce que ce que nous sommes devenus, nos loisirs y ont contribué et nous sommes adonnés à des loisirs sains. Mhm. Et ceci a été très important pour nous et ça a façonné notre façon d'être. Mm. Et je pense que c'est ce qui nous permet d'être de bons citoyens, si je peux me le permettre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la jeunesse. Euh, Quel type de jeune étiez-vous, de jeune étudiant? Étiez-vous studieux? Étiez-vous aventurier? Comment ça s'est passé et quels souvenirs vous gardez de cette jeunesse? Vous savez, quand on est jeune, on a beaucoup de rêves. Hein? Mhm. Il se fut un moment où j'ai rêvé d'être journaliste. D'accord. Et ensuite, après, j'ai rêvé d'être pilote. Oui. Et au fil du temps, mon rêve était d'être utile aux autres Mhm. en choisissant d'être médecin. Mais après, on change de vocation. Mhm. Et donc, les valeurs qui ont symbolisé cette jeunesse, c'était d'abord d'avoir des modèles.
Oui. Et mes modèles, c'était certains de mes aînés, dont j'étais le nom, qui ont très tôt été poursuivre leurs études à l'étranger, aux États-Unis, à Londres. Et je voulais marcher dans leurs traces. Et donc, c'est Mhm. ce qui m'a le plus inspiré. Mais quelque part, c'était les valeurs de travail, d'abnégation et surtout garder les pieds solidement dans la tradition en restant aux côtés de mon grand-père Mhm. pour apprendre la langue et savoir les rituels au niveau traditionnel. Et c'était passionnant pour moi de connaître ma culture. Effectivement, des modèles pour votre avancée personnelle, pour la formation de votre personnalité. Est-ce que vous avez également eu un événement ou une personnalité qui vous a particulièrement inspiré pour faire de la politique? Oui, je peux dire que il est des rencontres qu'on fait dans la vie et qui impactent votre vie et Mhm. qui inspirent votre carrière et quelquefois toute votre vie dans son Oui. entièreté. Et je voudrais, pour de regretter mémoire, rappeler ici deux personnes d'abord qui m'ont inspiré. Le président Houphouët-Boigny et ensuite le président Aimé-Henri Konan Bédié, Mhm. qui pour moi fut un père. Mais après, je vais rencontrer Patrick Hachi dans les années 90, qui m'inspire et qui me montre un peu comment il faut être véritablement expert dans ce qu'on choisit de faire. Et après, Amadougon façonne ma façon de concevoir la politique et de voir comment devenir utile et incontournable, mais pas indispensable, mais incontournable. Et ensuite, travailler avec le président, le voir à l'œuvre. Quand je suis étudiant, je le vois Premier ministre, d'abord président du comité interministériel, et ensuite devenir son collaborateur. Ça m'a inspiré à faire la politique et à avoir une autre trajectoire que j'emprunte aujourd'hui pour être l'homme que je suis. Mhm. Et le politique que je suis devenu est fortement impacté par le président. Parce qu'en soi, le président, c'est une école. Alors, vous êtes à la tête du tourisme ivoirien depuis 2017. Quelles sont les qualités que vous aviez déjà qui vous servent dans ces fonctions? D'abord, je fais le distinguo entre deux fonctions qu'on exerce quand on est ministre. Mhm. C'est le politique, Oui. parce que quand vous devenez ministre, c'est d'abord une fonction politique. Et ensuite, c'est une mission sacerdotale que vous portez que de servir la nation. Et servir la nation commande d'avoir des valeurs. Être homme Mhm. politique commande aussi d'avoir des valeurs. Et c'est l'ensemble de ces valeurs conjuguées qui fondent à croire que l'homme que vous êtes, vous pouvez réussir. Et pour moi, les valeurs cardinales, c'est d'abord pour le politique, les valeurs de partage, Mhm. d'écoute et surtout les valeurs d'humanisme. Ensuite, pour la fonction ministérielle, c'est être avant tout pour cette fonction, travailler, donner le meilleur de soi-même et le sens du devoir accompli et faire le don de soi. Parce que c'est un véritable, je dirais, régal que de exercer comme ministre. Et c'est un privilège qu'on a de servir à ce niveau de responsabilité. Mhm. Et donc, pour moi, il faut en faire une mission qui engage le don de soi. Alors, à côté de cela, quelles sont les qualités que vous avez dû apprendre, apprivoiser pour mieux gérer justement ces responsabilités? Vous savez, il y a des valeurs que on garde à l'école. Ce que j'avais appris, c'est que avec nos amis, on était très moqueurs. Oui.
on cherchait plutôt à se moquer des carences de nos amis, mais avec la fonction et au niveau où on arrivait, on apprend à être humble. Mhm. Il n'y a jamais trop de doses d'humilité qu'on peut avoir à partager pour servir à ce niveau de responsabilité. Il faut apprendre à être humble tous les jours. Et en plus, avoir une écoute attentive et prendre en compte la vulnérabilité des autres. Et savoir que on est fort, que si on est capable d'être au même niveau que les autres, on est, plus on monte dans la hiérarchie, plus on devient vulnérable. Et donc, il n'y a que l'humilité qu'on cultive qui peut avoir de la pondération dans ce que vous aviez à exercer Mhm. et à réussir vos missions. Mhm. Donc, voilà les valeurs que je cultive au quotidien Très bien. et continuer d'apprendre. Et se remettre en cause en se disant que ne jamais se satisfaire de ce que nous faisons. Vouloir être dans la recherche de la perfection. Continuez d'apprendre, donc j'imagine que vous avez encore des objectifs que vous souhaiteriez atteindre. Est-ce qu'on peut en avoir quelques-uns, Oui, des vous objectifs de voyez, vie? mes objectifs de vie pour mes ressources personnelles et pouvoir répondre aux défis, c'est une gageure qu'aujourd'hui servir la nation à un niveau de responsabilité aussi élevé qu'être ministre. Et c'est d'abord aussi un contrat de confiance entre toi et le Mhm. président. Et à travers le président, il prend un engagement d'honorer un contrat social vis-à-vis du peuple. Et ce contrat social, nous devons l'honorer ensemble. Et de ce point de vue, il faut que on essaie de parfaire nos connaissances. Tout Parce à que les fait. connaissances ne sont pas de façon statique. C'est une dynamique. Et c'est pourquoi j'ai accepté de retourner encore à l'école en prenant un sujet de thèse qui était un DBA, un doctorat en Business Administration, Mhm. pour faire cette thèse unique avec, sur le thème de l'innovation, les nouvelles technologies et le management afin de mieux appréhender les réalités de notre époque. Parce que quand nous étions à l'école, on ne parlait pas d'intelligence artificielle de cette manière. On ne parlait pas de la digitalisation de cette façon. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Mhm. Et donc, il faut avoir retourné pour apprivoiser ses voies et connaissances Mhm. afin d'être plus utile. Et donc, voilà l'un des éléments qui galvanisent pour le futur. Et enfin, les projets au niveau ministériel, si l'occasion m'en était donnée de servir encore à ce niveau de responsabilité, c'est de faire en sorte d'aller encore plus loin. Mhm. Et aller plus loin pour moi, c'est de réinventer le tourisme ivoirien et faire en sorte que notre destination soit une destination plus digitalisée et que les outils digitaux soient utilisés à outrance pour que nous donnions de l'attractivité et renforçons la visibilité de notre destination pour en faire une destination de référence et qu'à la fin, j'ai le sens de devoir accompli, même si la perfection n'est pas de ce monde, Mhm. qu'au moins, au fronton de notre histoire commune, je fasse partie de cette communauté de destin des personnes qui ont rempli leur part de contrat avec engagement, avec rigueur et détermination. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler du programme ou sinon de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire? Oui, la stratégie Sublime Côte d'Ivoire a été inspirée par le président de la République qui a Mhm. voulu que nous fassions du tourisme un véritable pôle économique des plus importants de notre pays. Et donc, nous devons de faire un troisième pôle. Et donc, de ce point de vue, nous avons fait appel à un des meilleurs cabinets au monde, McKinsey, pour que Mhm. nous dessinions les contours de la stratégie inspirée de la vision 2020 du Maroc de l'époque. Et donc, sur cette base, nous avons voulu faire de la destination Côte d'Ivoire
une des destinations qui rentre dans le top 5 des destinations les plus prisées du continent africain. Et de ce point de vue, rentrer dans le top 5 et se fixer 3 finalités, dont les 3 finalités devraient aider à faire du tourisme un véritable vivier économique. Donc, la première finalité, c'est d'être véritablement une entité qui contribue significativement à l'essor des territoires secondaires. Et ensuite, pour la deuxième finalité, c'est d'être impliqué dans l'employabilité des jeunes en termes de secteur pourvoyeur d'emploi, parce qu'au niveau mondial, le tourisme contribue à 10% des créations d'emplois dans le monde. Et enfin, pour la troisième finalité, c'est de faire en sorte que le secteur touristique de notre pays soit contributeur de la production de la richesse mondiale. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons eu raison parce que la stratégie a permis à ce que le tourisme en soit contributeur à hauteur de 7,6% du PIB de notre pays. Et donc, vous voyez, le PIB de la Côte d'Ivoire oscille presque autour de 100 milliards de dollars. Et donc, cette stratégie a 9 familles de projets et 9 grandes réformes qui concourent à faire en sorte que nous ayons des PME, un tissu de PME et de TPE qui soit en mesure de participer au dynamisme et à l'embellie économique du secteur touristique et des loisirs. Et donc, de ce point de vue, nous pensons que la stratégie est une stratégie qui devrait aider à consolider les acquis et à permettre à ce que les véritables enjeux de notre pays répondent à consolider la place de la Côte d'Ivoire comme co-leader du tourisme d'affaires au monde et au niveau africain. Et ensuite, pour l'Afrique, être aussi dans le top 5 des destinations touristiques les plus prisées en faisant de la Côte d'Ivoire le hub de divertissement et des loisirs par excellence en Afrique. Nous avons l'habitude de dire ici, au ministère du Tourisme et des Loisirs, la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Et cela doit être une réalité par notre action et par notre engagement. D'accord. Et à quel terme cette stratégie va se déployer sur combien de temps? La première génération arrive à son terme puisque nous l'avions démarré en 2018. D'accord. Et 2025, nous venons de l'achever. Et là, nous démarrons la deuxième génération qui commence en 2026 et s'achève en 2030 pour que nous devenions véritablement un secteur pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de richesse, parce que nous contribuerons à hauteur de 12% du PIB de notre pays, à la fin de cette deuxième génération de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, je ne peux m'adresser au ministre du Tourisme et des Loisirs sans lui demander quels sont ses loisirs lorsqu'il a du temps pour lui. Évidemment, les temps sont comptés, mais quand on a du temps, c'est beaucoup de lecture. J'aime bien lire Paulo Coelho, qui est un best-seller et qui me permet de m'adonner des lectures et puis par moment aller sur les réseaux sociaux pour un peu voir ce qui se passe. Vous restez et en termes connecté de donc. contenu, je reste connecté pour suivre un peu et c'est comme ça qu'on découvre certaines de vos publications. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vos enfants vous disent par rapport à ces fonctions, à ce planning très chargé? Comment ils réagissent à cela? Oui, je peux vous dire que nos enfants, souvent, le prennent pas assez bien quelquefois parce que ils sont amenés à vivre quelquefois sans nous. Parce que les week-ends où tout le monde retrouve la famille, vous êtes obligé de partir pour faire la politique parce que on est ministre doublé de politique avec des fonctions de gestionnaire de collectivités, d'élus de la nation, quelquefois. Et donc, on se doit d'être aux côtés de nos populations. Donc, on a tendance à privilégier plus nos populations que
notre famille biologique et quelquefois les enfants nous rappellent à l'ordre. Mais je dois reconnaître aussi que bien des fois, ils sentent une légitime fierté de savoir que c'est un privilège que les parents ont d'être élevés à ces rangs, à ce niveau de responsabilité pour servir la nation. Et cela les impacte positivement. Et je pense que nombre de nos enfants sont conscients de la chance qu'ils ont d'avoir des parents qui sont des exemples et qui doivent s'efforcer de ne cesser jamais d'être un modèle et un exemple et d'être les aiguillons de notre devenir. J'allais justement vous demander, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être père? C'est une question vaste, hein? Oui, être père, c'est d'abord assurer votre devenir et la pérennité de votre passage sur terre. Parce que ce qu'il y a de plus éphémère, c'est la vie humaine à l'échelle de l'humanité. L'humanité existe depuis des millions d'années, pour ne pas dire des milliards d'années. Mais l'homme, à l'échelle humaine, vous ne vivez que environ une centaine d'années, tout au plus. Et donc, quand vous n'avez pas eu de la progéniture, après, vos traces s'effacent si facilement. Et donc, même quand vous n'avez pas eu la chance d'enfanter, il est important d'adopter. Parce que celui qui veut être un père finit par être toujours un père. Et celui qui veut être une mère finit toujours par être une mère. Parce que on devient l'enfant de la communauté et on devient aussi le père ou la mère de la communauté. Et donc, de ce point de vue, je pense que c'est une légitime fierté d'être parent et d'avoir assumé cette responsabilité avec fierté, mais avec beaucoup d'engagement, afin que demain, la Côte d'Ivoire relève des défis avec cette nouvelle génération de personnes qui doivent servir et donner le meilleur exemple et donner le meilleur d'eux-mêmes que nous ne l'avions fait. Nous parlions de lecture, Monsieur le ministre. Merci. Est-ce que vous pouvez m'en dire encore un peu plus? Donc, L'Alchimiste, j'imagine que ça fait partie de vos lectures préférées? Oui, l'alchimiste, c'était au tout début, mais maintenant, il y a plusieurs ouvrages publiés par La solitude du vainqueur m'a beaucoup marqué avec Paulo Coelho, qui montre bien que à un moment donné de la vie, vous voyez, nous sommes dans un bureau ministériel, mais à la fin, tout le monde rentre avec les problèmes et ressortent en vous laissant seul face à vos problèmes. Ça, c'est vrai. Et à des moments donnés, quand on passe, on est souvent apprécié, mais quand on est face aux problèmes et assis seul dans le bureau, c'est là qu'on réalise le poids de la responsabilité. Et donc, dans la solitude du vainqueur, vous voyez que les acteurs de cinéma sont contemplés, appréciés, et quand vous arrivez à... Ça se passe à Cannes, et vous constatez que un oligarque riche, très riche et multimilliardaire arrive, il est apprécié de tous, il rencontre une actrice qui est adulée de tout le monde, et l'Esaïe, c'était cette actrice qui était son choix, mais l'amour tant attendu ne venait pas, malgré qu'il avait tout à sa portée, il lui manquait l'amour. Et dans sa victoire de la vie par rapport à la richesse et la fortune, mais il courait derrière éperdument un amour qu'il ne trouvait jamais. Et cela créait un vide et cela donnait une certaine solitude. Quand vous retrouvez Amadou Kourouma dans Allah n'est pas obligé d'être juste dans tout ce qu'il fait, il nous rappelle à souhait que nos volontés ne sont pas celles de Dieu. On a beau être intelligent, on n'est pas plus intelligent que Dieu. On a beau être malin, on n'est plus jamais malin que Dieu. Et donc, il faut avoir à se résoudre, à comprendre qu'il y a un être supérieur qui gouverne nos pensées. Et dans ces moments, quoi que nous fassions, se rappeler que nous serons jugés un jour et donc servis avec engagement, loyauté, pour que Dieu
dans sa bonté, dans son infini jugement, un jour finit par nous racheter dans nos péchés. Est-ce que vous pourriez dire que arriver à ces sphères-là, avec ce niveau de responsabilité et ce sacerdoce finalement, la solitude fait partie du lot? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on doit faire? La solitude en soi permet de vous retrouver avec vous-même. Mhm. Et il ne faut pas le prendre comme un handicap, mais il faut créer quelquefois son îlot de paix, de tranquillité, de pensée et d'introspection par la solitude. Mhm. Et c'est là que vous voyez quelque part, pour faire un retour en arrière et pour rester rêveur, dans Le vieil homme et la médaille, vous voyez que quelque part, des gens se réinventent en rêvant et en se disant que obstinément on court derrière des gloires, mais avec sans péril, on triomphe sans gloire. Et il ne s'agit pas simplement de porter une médaille pour la médaille, mais il faut avoir servi pour que la reconnaissance vienne des hommes, mais cette reconnaissance qui vous singularise et qui vous portera à jamais, c'est la reconnaissance divine. Mhm. Et donc servir avec engagement et loyauté, et dans les moments de solitude, faire son introspection, voyager en soi-même pour se retrouver et corriger les torts, corriger les défauts et se réinventer afin que toujours on soit au diapason des attentes formulées par ceux qui attendent beaucoup de nous et ceux qui nous ont aussi mandatés. Donc votre foi est une boussole pour vous? Pour moi, notre vie n'a de sens que par la foi. Si vous n'avez pas cette inspiration de ce qu'il y a un être supérieur au-dessus, il y a toujours problème. Dans notre pays, si vous n'avez pas foi en votre président qui vous responsabilise et qui inspire que vous fassiez confiance et que vous lui donniez le respect, votre pouvoir n'est rien. Et quelque part, aussi bien à l'homme, nous devrons avoir foi. Et en Dieu, nous devrons multiplier ou démultiplier notre foi, afin que dans une foi inébranlable, nous soyons des acteurs de notre temps et que l'inspiration et la sagesse nous habitent et que nous soyons fondés à renforcer la crainte d'un être supérieur qui permet aux uns aux autres de servir avec engagement et avec désintéressement. Donc, Monsieur le Ministre, Oui. vous êtes partie intégrante cette année du MASA et vous avez une stratégie justement assez particulière vis-à-vis des influenceurs que vous intégrez. D'où vous êtes venue cette stratégie et quel est son objectif? Merci. Je considère que chaque dirigeant doit vivre son époque. Et vivre son époque, c'est savoir utiliser les mécanismes et les moyens qui sont déployés pour notre époque. L'idée m'est venue quand on devrait organiser la CAN et je cherchais, au regard du rôle éminemment important que je devrais jouer au cœur de notre CAN qui devrait marquer les esprits, et je me suis rendu compte que la CAN n'était pas en train d'aller dans le sens de l'adoption par toutes nos populations avec une forte adhésion comme on l'aurait souhaité. Et voulant démultiplier les forces, j'ai réfléchi et dit, mais voilà, les influenceurs, il faut qu'on les accroche et qu'on les embarque. Et donc derrière, j'ai trouvé le moyen de passer des messages aux pays invités qui participaient à la CAN, qui avaient des influenceurs, et je me suis dit, bon, écoute, voilà que les Camerounais et les Ivoiriens sont dans une forme de guerre très fraternelle et qui repose sur des histoires de belles familles et autres. Il faut qu'on les attire. Et donc, on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'influenceurs qui affluent
au cours de cette CAN. Et voyant un peu les contenus très riches et densifiés et massifiés, même quelquefois de leurs interventions et de leur création, je me suis permis de les solliciter. Et Hassan Aek a été appelé rapidement pour dire, écoute, est-ce que vous pouvez pas vous mettre en groupe pour que vous travailliez et qu'on essaie de faire des designs et qu'on essaie de lancer une opération qui va donner un coup d'accélérateur. Et puis après, j'ai invité certains de mes collaborateurs, la direction de la communication, les membres du cabinet pour dire, écoutez, il va falloir qu'on arrive à notre démarche et à notre communication, les influenceurs. Et donc, on les a appelés. On a eu à travailler avec eux et nous avons, au fur et à mesure qu'on déroulait et qu'on voyait l'impact, pour redoubler d'ardeur, on a inventé un repas avec des diplômes de reconnaissance et quelques petits moyens juste symboliquement pour montrer que nous étions en adéquation avec eux, qu'on appréciait ce qui se faisait et qu'ils avaient la reconnaissance et la gratitude du gouvernement. On a organisé un dîner, on leur a donné des diplômes de participation, une petite enveloppe et on les a remobilisés avec des mots du Premier ministre. Et j'ai été trouver le Premier ministre pour dire, Monsieur le Premier ministre, j'ai besoin de votre aval pour passer à une vitesse supérieure. Il va falloir qu'à la fin, on distingue certains d'entre eux en leur donnant le titre d'ambassadeur, en leur donnant des médailles. Et derrière, ça va donner des vocations certainement. Et les galvaniser. Et là, il m'a dit, vas-y, tu as mon soutien. Et donc, on a démultiplié nos forces. Et quelquefois, on avait des avions affrétés. On trouvait certains d'entre eux pour partir avec nous sur des matchs pour faire les à côté du match. Et voilà. Et donc, tout ceci a permis d'agrémenter et dans les fan zones, dans les villages touristiques qu'on a créés, on relayait avec les influenceurs tous les événements. Et ceci a permis, et c'est l'occasion pour moi, ceci a permis de faire des avancées notables et d'avoir un impact jamais atteint par cette CAN en Afrique. Et donc, de mon point de vue, c'est l'occasion de rendre hommage à l'ensemble de ces jeunes créateurs qui font vivre la culture et qui donnent en tout cas l'occasion de réinventer notre destination et de faire en sorte que, de par leur génie créateur, nous ayons des possibilités de nous exprimer et d'aller au-delà en dépassant le seul cadre des médias naturels et habituels et traditionnels. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle dimension avec eux et on a un devoir vis-à-vis d'eux. C'est prendre la responsabilité de la professionnalisation, de la monétisation et surtout de l'organisation de ces nouveaux métiers pour leur conférer une reconnaissance étatique et le gouvernement prendra sa part avec notre engagement et avec le ministre de l'économie numérique et le ministre de l'Emploi. Alors, quel message vous auriez, Monsieur le ministre, pour cette génération qui est très jeune, majoritairement jeune en tout cas, qui vous regarde? Je voudrais m'adresser aux plus jeunes pour leur dire que la chance qu'ils ont est une chance immense, une chance unique. Et nous assistons à une ère des plus fantastiques de l'humanité. Les transformations structurelles auxquelles l'on assiste sont de nature à bouleverser le monde. Mais certainement, dans ces bouleversements auxquels l'on assiste, ils peuvent trouver leur voie aussi facilement. Et ils peuvent réduire les fractures sociales, réduire la fracture numérique. Et l'ère du numérique, l'Afrique a raté les autres aires, l'ère de l'industrialisation. Mais l'Afrique a la chance de répondre avec eux aux défis des temps nouveaux, aux défis de leur époque. Et leur époque, c'est l'ère du numérique. Ça sera aussi l'ère de la mécanique quantique, de la communication quantique. Et c'est l'ère
de l'intelligence artificielle. Il faudrait que ces enfants, ces jeunes gens doués d'intelligence reculent les limites de la connaissance, avancent sans peur et commencent à bâtir de nouveaux réseaux pour permettre à l'Afrique de répondre présent au rendez-vous de l'histoire. Et nous croyons en eux. Et c'est pour ça que le président est là, avec nous, avec toute la volonté animée par le gouvernement. Nous sommes persuadés que la Côte d'Ivoire serait une très grande passerelle pour le devenir des enfants de l'Afrique et donner la chance à chacun pour que nous soyons présents à ce rendez-vous de l'histoire. Nous leur souhaitons bon vent en tout cas et nous plaçons tous nos espoirs en eux. Ils sont la certitude de demain. Monsieur le ministre, pour terminer, une belle citation comme vous savez si bien le faire. Je donnerai simplement cette citation que je tiens de certains de nos devanciers, à savoir que, parlant du passé, je dirais simplement que aujourd'hui, ce sont quelquefois en puisant dans le passé et dans ce qu'il y a de plus essentiel de notre vie que nous construisons les meilleurs essais de demain. Et donc, j'inviterai tout le monde à s'approprier son passé, à s'enraciner dans son passé pour se projeter dans l'avenir. Et que nul doute que demain sera encore meilleur parce que le monde doit se réinventer et nous devrons être les artisans de notre belle époque. Très bien. Merci beaucoup pour ces avis éclairés et toutes ces informations, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci pour ces moments. Merci d'avoir suivi CityMag, le podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres personnalités impactantes, inspirantes, toujours sur notre chaîne YouTube CityMag. À bientôt.